C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, modalités de contrôle sanitaire aux frontières, conditions de création des officines de pharmacie, ces sujets étaient au cœur du Conseil des ministres mercredi. On fera le point avec le porte-parole du gouvernement. Depuis la promulgation du Code du numérique en 2018, les habitudes, les usages et les services délivrés par les administrations ont changé. Les impacts sont visibles dans la vie des citoyens. Nous ferons le constat à Parakou. Et puis les jeux sont faits. Donald Trump a remporté la présidentielle aux États-Unis. Une élection suivie de par le monde avec des avis partagés. On en parle dans le dossier du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. On prend la direction du palais de la Marina au cœur du Conseil des ministres d'hier mercredi. Une série de mesures, à savoir les modalités de contrôle sanitaire aux frontières et les conditions de création des officines de pharmacie. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement. Les décisions que voici ont sanctionné la séance du Conseil des ministres de ce mercredi 6 novembre 2024, présidée par le chef de l'État, M. Patrice Talon. S'agissant des mesures normatives, ont été adoptés au titre de ces mesures divers décrets d'application de textes de loi en vue de favoriser leur pleine mise en œuvre. Ainsi, s'agissant de la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 2022-17 du 19 octobre 2022, sont adoptés les décrets fixant les modalités de contrôle sanitaire aux frontières, modalités et conditions de déclaration par les maires des événements susceptibles de constituer une menace pour la santé des populations, conditions d'ouverture d'une piscine, d'une baignade artificielle ou d'aménagement d'une baignade à usage collectif, ainsi que ceux portant modalités de mise en œuvre de la vaccination obligatoire, modalités de constatation du décès des personnes, modalités d'installation et d'exploitation des centres d'exploration diagnostique et thérapeutique, modalités de protection par l'État du praticien médical ou paramédical. En ce qui concerne la loi numéro 2021-03 du 1er février 2021, portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin, 9 décrets ont été adoptés. Il s'agit des décrets fixant les conditions de création et d'exploitation des officines de pharmacie, conditions et modalités d'ouverture et d'exploitation des établissements de représentation pharmaceutique et les règles relatives à la publicité sur les médicaments et autres produits de santé et à la promotion médicale, de même que ceux portant conditions d'installation, d'ouverture et d'exploitation des industries pharmaceutiques, conditions d'installation, d'ouverture et d'exploitation des industries de fabrication des produits de santé autres que le médicament, conditions d'importation, d'exportation et de distribution en gros et en détail des produits de santé autres que le médicament, conditions d'installation, d'ouverture et d'exploitation des établissements grossistes répartiteurs pharmaceutiques et d'exercice de l'activité de dépositaire pharmaceutique, modalités d'homologation des compléments nutritionnels, des aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et des produits diététiques et de régime, adoption des lignes directrices et procédures d'autorisation et de supervision des essais cliniques. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation pour l'étude de faisabilité technique, environnementale et sociale en vue de la création de 2 zones de baignade, respectivement à Fidjrosset-Cotonou et à Vlog Grand Popo sur la côte béninoise. Depuis 2016, le gouvernement a engagé d'importants investissements pour valoriser le potentiel touristique remarquable de la façade maritime de notre pays par divers projets structurants. Ceux-ci participent
par ailleurs de la protection de la côte, limitant ainsi les risques de sa dégradation. Pour conforter cette dynamique en cours, il s'est avéré pertinent de créer 2 zones de baignade à Fidjiossé et à Avlo, dans les communes de Cotonou et de Grand Popo, afin d'offrir à terme au public la sécurité et les commodités requises en la matière. Aussi, urge-t-il que des études techniques, environnementales et sociales soient réalisées de façon à faire intégrer harmonieusement ces ouvrages aux projets touristiques et balnéaires qui sont dans une phase de conception relativement avancée sur la côte, notamment les projets du Club Med. Le Conseil a donc marqué son accord pour la réalisation de ces études par un cabinet de grande réputation, à charge pour les ministres concernés d'accomplir les diligences irrelatives. En point 2, rappel de l'interdiction des affichages publicitaires anarchiques dans les communes du Grand Nokoué. Dans le cadre de l'assainissement et de l'embellissement de nos villes, au soutien des aménagements majeurs réalisés ou en cours, il a été adopté le décret numéro 2023-453 du 13 septembre 2023 portant réglementation de l'affichage publicitaire dans les communes du Grand Nokoué. Il interdit, en son article 2, les affichages publicitaires sur les monuments naturels, les mâts de lampadaires servant à l'éclairage public, les poteaux électriques et de communication, les équipements publics concernant la circulation routière, maritime, fluviale ou aérienne, tous autres supports non agréés. Par la suite, un communiqué du ministre chargé du cadre de vie a rappelé ces interdictions et accordé un moratoire aux auteurs concernés afin qu'ils s'y conforment. Mais, force est de constater que, passé le délai fixé, les désaffichages se poursuivent au mépris de la réglementation en vigueur. Le Conseil invite instamment ceux-ci à les démanteler sous huitaine, faute de quoi les services compétents de l'État appliqueront les mesures répressives appropriées. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales. Sous ce chapitre, il a été autorisé l'organisation de la cérémonie de lancement officiel de la commercialisation du coton-graine au titre de la campagne 2024-2025, le 14 novembre 2024 à Sinandé, la tenue au Bénin de la 43e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger, le 22 novembre 2024, ainsi que de l'atelier régional de validation de l'étude portant sur l'analyse des sources innovantes de financement des collectivités territoriales en Afrique de l'Ouest, du 26 au 27 novembre 2024 à Cotonou. Il a été, par ailleurs, autorisé la participation de notre pays à la 16e conférence des parties, COP16, à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, à Riyad, en Arabie Saoudite, du 2 au 13 décembre 2024. Je vous remercie. Politique hors de nos frontières, Donald Trump a réussi son pari de revenir à la Maison-Blanche grâce à une victoire sans appel face à Kamala Harris. Aux États-Unis et dans le monde, c'est une onde de choc. Que retenir de cette élection et quels enjeux pour le reste du monde? Le dossier politique nous éclaire. Ce qui était une hypothèse est devenu une réalité. Trump, trompant médias et sondages, se hisse à la Maison-Blanche. Un remplacement à moins 3 mois des échéances électorales, Donald Trump qui est en campagne depuis 4 ans. L'inflation n'a pas vraiment aidé le camp démocrate. Les mécontentements liés à la politique extérieure, surtout à l'implication des États-Unis dans les différentes crises, que ce soit au Moyen-Orient ou en Ukraine, n'a pas joué en faveur, mais surtout la stratégie de désignation des démocrates par rapport au choix de Kamala Harris. Il n'y a pas eu de primaire, donc c'était assez prévisible. Quand on parle d'élire un président, aujourd'hui on ne peut plus parler de genre. Ce n'est plus une question de genre, mais c'est une question de capacité à donner aux gens qu'on veut représenter ce dont ils ont réellement besoin. Nous savons que Kamala Harris a beaucoup utilisé l'avortement
comme l'une des raisons phares de sa candidature. Même aux États-Unis, il y a encore des conservateurs. Et tout le monde n'épouse pas forcément cette logique moderne aujourd'hui d'accepter l'avortement ou d'être pour l'avortement. De même, l'élection de Trump met une fois encore la crédibilité des médias à rude épreuve. Lorsque vous regardez les États-Unis, pratiquement chaque grand parti a un groupe de médias. On sait Fox News pour son penchant républicain et d'autres médias, comme CNN pour leur penchant démocrate. Il n'y a pas que ces deux-là, il y a toute une panoplie de médias. Si vous devez vous fier à ce que les médias nous ont servi, que ce soit les médias, certains médias américains, les médias occidentaux, vous allez dire que le match était serré. Mais aujourd'hui, une fois de plus, on se rend compte que la fiabilité ne réside pas à ce qui se dit, mais c'est dans l'appréciation des éléments avancés. Et parmi ces éléments, le discours trumpiste, centré sur les États-Unis, a reçu un écho favorable. Il a été élu sur la base d'une dynamique. Make America Great Again et America First. Et c'est cette dynamique qu'il avait déjà conduit à être président des États-Unis. Ce qui signifie, dans tout ce qu'il va entreprendre, les intérêts des États-Unis d'abord. Et ces intérêts, à quel niveau? Au niveau économique, au niveau de l'immigration et au niveau de politique extérieure, mais surtout économique. C'est là où les Américains l'attendent. Réduire la quantité d'investissement en matière pécuniaire des États-Unis qu'on a au niveau des coopérations pour satisfaire la population à l'interne, il va le faire. Plusieurs immigrés, surtout ceux qui sont sans papier ou ceux qui sont sur le territoire de façon irrégulière, ont de fortes chances de retourner chez eux. Et là, c'est important pour lui. Les frontières, oui, il va les contrôler. Au fait, il a une nostalgie, même si c'est une nostalgie modernisée, de vouloir se renfermer sur lui-même, satisfaire les besoins à l'interne, faire de l'économie américaine une économie pas seulement compétitive, mais maintenue à la première place avec le danger que constitue pour les États-Unis l'économie chinoise. Il va travailler à cela. Pékin, à travers son porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, a d'ailleurs averti qu'il n'y aurait pas de gagnant dans une guerre commerciale qui ne serait pas non plus favorable pour le monde. Allons-nous ainsi vers un bras de fer commercial entre ces deux puissants au regard de la promesse électorale de Trump d'imposer de 60% tous les produits chinois qui entrent sur son territoire? Wait and see. Nous allons à présent suivre les regards de deux citoyens qui ont suivi de bout en bout le processus de l'élection aux États-Unis. Ils se prononcent ici au micro de Françoise Issou et Arnaud Adadia. Le principe de l'alternance est respecté. Et à ce sujet, vous voyez, nous avons deux grands partis aux États-Unis. Nous avons les démocrates, nous avons les républicains. Et dans leur constitution, qui n'est pas tout à fait calquée sur la nôtre, un président qui a fait 2 mandats a la possibilité de revenir. Je crois qu'on est dans un contexte de revanche politique. Cette fois-ci, nous avons le cas toujours d'une femme de couleur, mais il s'agit d'une femme. Les Américains ne sont pas encore prêts à accepter qu'une femme dirige la première puissance économique au monde. Le problème majeur là-bas, c'est le financement pour l'Ukraine pour combattre la Russie. Et vous avez vu tout l'effort pendant le mandat de Biden, la guerre continue. Alors, faut-il cette continuité des démocrates pour faire face aux problèmes Ukraine-Russe? Faut-il toujours cette continuité de Biden pour tenter d'interrompre aussi la fougue du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou? Les Américains ont soif de changer un peu la donne. Aujourd'hui, nous voyons des guerres partout. Nous voyons des guerres en Israël, nous voyons des guerres dans des pays. Au fait, aujourd'hui, nous sommes dans une position de va-t-en-guerre. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, que l'Amérique est en train de se montrer qu'il est en position de va-t-en-guerre. Il faudrait qu'il amène quelqu'un de va-t-en-guerre au pouvoir. Parce que moi, si Kamala Harris prenait le pouvoir, il y allait avoir un peu de souplesse, il y allait avoir un peu de paix. C'est un va-t-en-guerre qu'ils ont envoyé au pouvoir. Cela veut dire qu'aujourd'hui, que
l'Amérique va faire la guerre partout, il n'y aura pas de paix. L'Agence pour le développement des petites et moyennes entreprises et l'Association pour la promotion de l'éducation féminine en Afrique viennent de signer un accord. Il est destiné à accompagner les femmes entrepreneurs béninoises dans le développement d'activités économiques respectueuses de l'environnement. Un accord porté par le projet Les femmes entrepreneurs pour le climat, initiative soutenue par l'Agence wallonne de l'air et du climat. Écoutez les enjeux dans cet extrait. C'est important pour nous de pouvoir continuer ce soutien au développement de l'économie, au développement des petites et moyennes entreprises, parce que nous sommes persuadés que c'est vraiment le moteur, le levier économique, non seulement au Bénin, mais d'une manière générale, et de le faire au travers des femmes, parce que là aussi, l'autonomisation des femmes nous semble vraiment un vecteur important et un vecteur pour un pays, un Bénin plus inclusif encore. Et donc, nous sommes ravis de la collaboration. Nous avons pu soutenir à peu près 1000 femmes entrepreneurs dans cette aventure-là, que nous allons poursuivre avec deux projets structurants, un projet de partage de bonnes pratiques, de partage d'expertise avec Wallonie Entreprendre chez nous en Wallonie et la DPME pour structurer encore davantage l'accompagnement des petites et moyennes entreprises et des micro-entreprises ici au Bénin. Donc oui, nous sommes vraiment ravis. Nous sommes totalement alignés aussi sur les priorités qui sont d'ailleurs celles du PAG2 que nous suivons aussi bien évidemment dans notre coopération depuis de nombreuses années avec le Bénin. C'est un partenariat intéressant pour l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. À travers l'agence, ce sont les femmes qui vont être accompagnées dans le cadre de ce partenariat, qui doivent dire merci à ce partenariat. C'est une confiance que nous accorde notre partenaire, APF, et donc pour nous, c'est particulièrement valorisant, et donc nous essaierons de tout faire. L'ensemble des collaborateurs de l'ADPME, le ministère de tutelle, nous essaierons de tout faire afin que ce partenariat profite réellement à l'entrepreneuriat des femmes. Et donc, je voudrais remercier les partenaires de cette confiance renouvelée qu'ils nous font. Comment évolue la TNT, la télévision numérique terrestre au Bénin? Le passage de l'analogique au numérique est opérationnel depuis 20 mois déjà. Une évolution destinée à changer les usages et la qualité des contenus diffusés. La question s'est invitée au cœur d'une keynote de la semaine du numérique. Les précisions avec Ernest Tétégou et Ulvaeus Balogun. Le Bénin a fait des avancées significatives vers l'implémentation de la télévision numérique terrestre TNT. Depuis 2023, suivant l'engagement pris avec l'Union internationale des télécommunications dans le cadre de la transition numérique mondiale, le passage de l'analogie au numérique est effectif au Bénin. Ça fait effectivement environ 20 mois que la TNT a démarré. Et donc depuis ce jour, avec les kits de réception qui ont été vendus, qui ont été mis sur le marché, et les téléspectateurs ou les Béninois ont commencé à capter chez eux la TNT et ont fini par comprendre ce que c'est la TNT avec des images très claires et un son bien audible. À ce jour, la TNT, c'est environ une vingtaine de chaînes de télévision. Un seul enjeu, le contenu. Aujourd'hui, le contenu reste un défi, puisque 20 mois environ après le lancement, lorsque vous regardez le contenu qui nous est servi, vous sentez que les éditeurs ont fait beaucoup d'efforts, mais je crois qu'il y a encore beaucoup à faire pour pouvoir satisfaire vraiment la population béninoise. Au-delà de ce défi, la TNT est aujourd'hui une opportunité pour les éditeurs qui sont appelés à améliorer leur contenu afin d'être compétitifs sur le bouquet. Même si nous avons des annonceurs qui doivent venir vous proposer de la publicité, il faudrait que, avant tout ça, que vous ayez du bon contenu pour qu'ils viennent poser leur publicité. Donc c'est pour dire que même la rentabilité d'une chaîne de télévision passe par la qualité des contenus. 5 000 francs CFA, c'est ce qu'il faut débourser pour s'offrir un kit TNT disponible dans toutes les mairies du Bénin.
Et puis, la révolution numérique est en marche au Bénin et s'impose de plus en plus dans les habitudes, usages et les rapports aux services délivrés par les administrations. C'est le cas au Bénin depuis la promulgation de la loi sur le code du numérique en 2018. Michael Nouati et Enoch Mpati se sont intéressés aux impacts de cette transformation dans la vie des citoyens à Parakou. En quelques clics seulement sur un smartphone ou un ordinateur connecté à Internet, le monde est à portée de main. Le seul fait de créer un post WhatsApp, le seul fait de créer un post sur Facebook, le seul fait de créer un post sur Twitter, ça permet à n'importe qui dans le monde entier de te lire, à n'importe qui dans le monde entier de te comprendre, à n'importe qui dans le monde entier en fait de savoir qui tu es. Au Bénin, le numérique avec ses multiples avantages s'impose comme un outil incontournable. En tant qu'étudiante, le numérique me permet de faire de façon plus rapide des recherches. J'ai plus besoin de vraiment me déplacer pour aller à la bibliothèque, ça me permet de lire. On peut aussi faire des cours en ligne, rester à la maison. Par exemple, au campus, nous avons une connexion illimitée que nous utilisons H24 et cela nous permet de faire des recherches sur nos études, de télécharger des documents en ligne. Ces initiatives transforment non seulement la manière d'interagir, mais elles permettent également d'accéder facilement aux services administratifs de façon rapide et à moindre coût. Depuis la maison, nous pouvons prendre par exemple nos casiers judiciaires, la carte CIP. On peut aussi acheter des choses en ligne depuis la maison. Et de faire une demande en ligne pour le passeport, l'acte de naissance sécurisé, payer mes factures et tout. Je peux payer même ma scolarité en ligne. Le retard qu'on observe pour la délivrance des actes administratifs à tous les niveaux, je crois, c'est conjugué au passé. Quand nous prenons tout ce qui est plateforme en termes d'éducation, tout se fait donc sur les plateformes numériques. Donc l'étudiant n'a plus besoin encore de se gêner. Bien plus qu'un simple outil d'interconnexion, le numérique est devenu un véritable levier de développement. Au niveau des services de l'État, la GEC, la gestion électronique des courriers, ça signifie quoi? Avant, lorsque on doit traiter un courrier, on le traitait par exemple dans Word, on imprime et chacun met son cachet. Il faut trouver un agent de liaison pour faire passer le courrier de bureau en bureau jusque cela aille chez l'autorité. Avec la GEC, il suffit simplement de se connecter à une plateforme. Vous rédigez entièrement votre courrier. Le courrier, automatiquement, dans la plateforme, circule de position de travail en position de travail. Chacun pose son visa jusqu'à ce que l'autorité finale et signe le courrier, ce qui apporte un avantage à la population. Malgré quelques points à améliorer, le Bénin a franchi un grand pas. Les citoyens, même dans les zones les plus reculées, comprennent désormais l'importance et les avantages de cette transformation numérique dans leur quotidien. Voyons à présent cette simulation grandeur nature à une riposte de catastrophe sanitaire. Elle se déroule dans le cadre de la rencontre des pays membres de l'APORA, l'Alliance des partenaires africains pour la réponse aux épidémies. Allons au carrefour à Dunko, à Togouin, sur le front de mer, avec Christelle Tongodo et Wenceslas Aroimon au cœur de l'exercice d'urgence. Une épaisse fumée s'élève dans le ciel au carrefour à Dunko. Les sirènes des pompiers huilent et la panique s'installe dans les rues. Dans ce tumulte, un soupçon d'attaque terroriste plane, mais grâce à une réaction prompte et une inspection minutieuse, le danger est écarté, les flammes sont maîtrisées. Cependant, une menace insidieuse émerge des ombres. L'épidémie du Mpox, un ennemi invisible qui pourrait transformer ce moment de soulagement en un nouveau chapitre de crise. À proximité, les équipes du SAMU s'affairent pour mettre en place une zone de tri sous le contrôle du centre de commandement. Des soins sont apportés aux patients, des hélicoptères militaires sont déployés pour évacuer les cas graves. Ce qui se déroule ici n'est pas seulement une réponse à une crise, mais un exercice de simulation jamais réalisé auparavant. Cette fois-ci, le Bénin a pris le risque de convier l'ensemble des acteurs de APORA à quitter les salles de conférence pour être face à notre défi commun qui est la gestion réelle des catastrophes et des épidémies. C'est pourquoi nous avons essayé cet exercice. Ce que vous avez vu est le fruit d'un entraînement coordonné sur plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, de tous ces acteurs.
Chaque étape, chaque mouvement impressionne tous ceux qui observent la scène. C'est la première fois que j'assiste à un exercice avec autant d'ampleur et je suis réellement satisfaite et je félicite encore une fois tous les organisateurs pour la qualité et la rigueur de cette simulation. Je félicite le Bénin aussi d'avoir déployé les grands moyens. On a eu carrément des déploiements d'avions militaires pour évacuer les cas urgents. L'accident de la voie publique, l'implication des véhicules militaires et civils, après la suspicion de cas de Mpox. Donc on avait le droit à un menu, si vous voulez, assez riche. Ça, c'est ce qu'on appelle une bombe, parce que vraiment, ça implique tellement de monde et ça nécessite une coordination minutieuse. Et vraiment, leur exercice était bien monté. La coordination entre les différents services, l'efficacité des évacuations illustre les capacités du Bénin à gérer les crises complexes. On évoque maintenant la question de la sécurité des patients. L'autorité de régulation du secteur de la santé parcourt les contrées pour y sensibiliser les citoyens et personnels de santé. Une délégation était à ce propos dans la commune de Soava. Le point avec Alain Sochoumen et Igor Ayoso. Les élus locaux de la commune de Soava ont été entretenus par une équipe de l'autorité de régulation du secteur de la santé conduite par son président. Les objectifs de cette mission auprès des acteurs de l'administration décentralisée sont clairs. Alors, les objectifs, c'est leur montrer, au même titre que pour les professionnels de la santé et les populations, leur montrer le rôle majeur qu'ils ont à jouer dans l'implémentation, dans le déploiement du dispositif pour la sécurité des patients, mais aussi dans le suivi du déploiement de ce dispositif. Le dispositif pour la sécurité des patients mis en place par l'autorité de régulation du secteur de la santé est un dispositif qui est appuyé sur 3 piliers. Le premier des piliers, c'est que l'établissement de santé doit admettre que la sécurité des patients est la priorité pour elle. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui est disposition politique, qui veut dire qu'un établissement de santé ne peut pas fonctionner en dehors des lois, des décrets, des arrêtés, de toutes les notes directives qui régissent l'activité dans le secteur sanitaire. Le troisième des piliers sont les dispositions pratiques qui rendent compte de ce qui doit se passer au niveau de l'établissement lui-même. Les réformes entreprises par le gouvernement dans le secteur de la santé nécessitent que les populations soient mieux informées des enjeux et surtout jouent leur partition. L'accompagnement des populations est attendu et majeur puisqu'il est question là d'obtenir une implication des populations. Et cette implication, c'est-à-dire que le patient qui va chercher des soins ne doit plus aller comme étant un être passif. Il doit être acteur de sa santé, il doit participer. Si même le professionnel ne l'implique pas, il doit lui-même prendre l'initiative de s'impliquer. Il doit notamment répondre aux questions que le professionnel pose pour faciliter le diagnostic. L'instance de régulation du secteur de la santé entend faire le tour des autres communes pour faire connaître à tous le dispositif mis en place pour une prise en charge de qualité de la santé des Béninois. Revue sectorielle du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale au titre de 2023. En atelier, partenaires techniques et financiers, représentants d'OSC, agents de la décentralisation ont échangé autour des points capables de contribuer à l'amélioration de la gouvernance locale au Bénin. Ramatoula Wani et Ardo Adadja. C'est un atelier périodique qui fait le point de l'engagement et des contributions des différents acteurs impliqués dans le processus de la décentralisation et de la déconcentration au Bénin en vue d'une amélioration. Partenaires techniques et financiers, agents de la décentralisation, sont à une rencontre de redevabilité. Nos communes ont enregistré des avancées notables sur plusieurs indicateurs de mesure de leur performance. Au titre de cette amélioration, on peut noter l'accroissement des ressources propres de 64 communes en 2023 contre 42 communes en 2022, avec une évolution globale des ressources propres passant de 43,99 milliards, pratiquement 44 milliards en 2022, à 50,86 milliards en 2023, soit un taux d'accroissement de 15,61%, pour un taux de mobilisation des ressources propres de 91,52% en 2023 contre 84,62% en 2022.
au moyen d'une approche participative. Les actions menées et leurs effets au cours de la période écoulée vont être analysées en vue de consolider le système béninois de décentralisation et de déconcentration. L'année 2023 est la véritable première année de mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Ainsi, la structuration et l'organisation des nouvelles administrations communales ont abouti par endroits à des résultats très performants, mais également ont mis en relief de nouveaux défis de gouvernance. De ces travaux, il est à espérer des propositions capables de fournir des services administratifs propres à tous les usagers. Tournée statutaire dans les communes du plateau au titre de l'année 2024. Le préfet du département était dans les communes sous sa tutelle, une occasion pour lui de s'informer des difficultés rencontrées par les élus communaux, mais aussi de recenser les préoccupations des populations. Calvador Aranou et Nathalie Doris Oolabi nous font le point de l'étape d'Ifaï. Échange de civilité avec le maire à l'hôtel de ville d'Ifaï, puis cap sur la maison des jeunes. Le préfet du plateau donne ainsi le top d'un périple qui va l'amener dans les 5 communes sous sa gouvernance. Cette tournée légale de l'année 2024 a pour principal objectif d'échanger avec les forces vives des 5 communes du département sur les questions de développement. Elle permettra d'apprécier l'état de mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, d'en faire un bilan sommaire en vue de prodiguer les conseils nécessaires. Le niveau d'exécution des marchés publics, le niveau d'évolution des travaux de lotissement, l'appréciation des taux de mobilisation des ressources propres par commune sont entre autres aspects à passer au peigne fin lors de cette descente. Et parlons justement de la mobilisation des ressources propres, la commune d'Ifaï a rencontré quelques difficultés cette année. C'est au niveau des affaires domaniales que nous avons eu un peu de frottement à cause de la suspension des ADC et puis le fait que la mairie ne peut plus faire des conventions. Ça nous a fait beaucoup de recettes en moins. C'est également le lieu de rappeler certaines réalisations dont a bénéficié la commune. Le bitumage de la route nationale inter-État numéro 1, c'est la voie qui quitte Igolo pour aller à Zian. L'extension du réseau électrique dans nos villages, beaucoup de choses ont été effectuées par ce gouvernement. La rencontre a été aussi une occasion pour l'autorité départementale d'évoquer avec les populations plusieurs questions, notamment celles liées à la sécurité. Aider les forces de sécurité à assurer votre sécurité. La police aujourd'hui, avec la réforme du chef de l'État, on a mis des commissariats dans presque tous les arrondissements. Si vous ne leur donnez pas l'information, ils ne pourront pas agir pour vous. Prochaine destination de Valais-Setonoubo et sa délégation, les communes d'Adjawere et de Pobé. Sortie officielle du Baparapé de Parakou. C'est l'ultime étape de la session du nouveau dignitaire à ce siècle royal. À ce titre, après cette cérémonie, il retrouve de plein droit son siège au palais de Akpakigobe Yense. Témoins de l'événement, Abdelofou Idrissou et Aziza Lagui. Le nouveau Baparapé de la cour royale de Parakou fait sa sortie officielle. Appelée Diarou en langue batonou, elle intervient après plusieurs jours d'internement dès la désignation du nouveau dignitaire. Alassane Babouni, à l'état civil, revêt désormais le manteau de Baparapé Traoré Adéchina Berekpe. D'office, membre influent du Conseil royal de Koubourou. Ce que nous sommes en train de vivre est un mariage entre la tradition, la religion et également la civilisation. C'est une chance pour la cour royale et pour le palais d'avoir choisi un homme de sa trempe. Que Dieu vous accompagne dans votre mission. Amen. Au moment où il va trébucher, essayez de le relever. Au moment où il sera en train de bien faire, soutenez-le. Le règne de mon jeune frère ne serait que la prospérité, la santé et l'unité de la ville. Moi, je ne dis pas Adéchina, je dis Adéchiona. Il a ouvert la voie.
Le nouveau locataire du palais Bakparakpé de Parakou est conscient de la délicatesse de cette mission à lui confier par le destin aux côtés du roi. Les rois ont souhaité que Bakparakpé soit le ciment de tous les trônes. Les imams, les chefs religieux ont souhaité que Bakparakpé soit le Bakparakpé de tout le monde. Quant aux populations, elles ont souhaité que l'avènement de Bakparakpé soit une occasion de réunification, de la paix que tout le monde veut. Mais ce serait avec le soutien de tout le monde. Nous allons remercier le Seigneur qui nous a permis de voir ce jour-ci où le Bakparakpé officiellement est présenté à la population. La ville de Parakou a toujours gardé ces reliques-là de royaume, tout ce qu'elle a de traditionnel, tout ce qu'elle a de culturel. Et c'est ça, cette vivacité de la culture au niveau de la ville de Parakou. En tant que républicain, on ne peut que encourager, soutenir tout ce qui est notre tradition, notre culture. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici. Nous sommes ici également en tant que natifs de la ville, très attachés à la tradition. Et nous souhaitons au nom du Bloc républicain longue vie à l'éminence Bakparakpé. Une fois dans son palais, au cœur du marché Arzeke, Bakparakpé va servir de courroie de transmission entre le roi et ses sujets et réciproquement toutes les fois que le besoin se fera sentir. Dernière escale de ce journal, l'actualité internationale, une compilation de Deogracias Menaï. Plusieurs mineurs nigérians emprisonnés pour avoir pris part à de vastes manifestations antigouvernementales sont libérés. Le président nigérien Bola Ahmed Tinubu a ordonné la libération immédiate de ces mineurs ayant participé à des manifestations début août contre la cherté de la vie et la mauvaise gouvernance. Cette libération fait suite à un tollé général provoqué par des vidéos de leur comparution devant le tribunal. Des vidéos montrant leurs conditions de détention avaient déjà suscité l'indignation dans le pays. Le gouvernement espagnol a dévoilé mardi un plan d'aide de 10,6 milliards d'euros pour les dizaines de milliers d'habitants et entreprises sinistrées de Valence. Selon les bilans fournis par les autorités nationales et régionales, 219 personnes sont décédées et 89 autres sont portées disparues dans ces intempéries. C'est la première fois que les autorités donnent un chiffre de personnes disparues. À l'est de l'Indonésie, un volcan est de nouveau entré en éruption depuis mardi. Ce volcan projette une colonne de cendres dans le ciel dans la nuit du lundi au mardi, après avoir craché des boules de feu sur des villages voisins faisant 9 morts. Ce volcan, haut de 1703 mètres, situé sur l'île historique de Flores, a craché des roches enflammées sur des zones habitées qui ont incendié des maisons en bois. Les habitants des environs ont été évacués. Les autorités locales ont établi un périmètre de sécurité d'un rayon de 7 km autour du cratère. Plus de 10 000 personnes ont été affectées par ces éruptions. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.